Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes tous heureux et fiers d'être réunis aujourd'hui à l'Université Sultan Ibn Slimane et à la faculté polydisciplinaire de Beni Mellal. Donc à l'occasion des soutenances des travaux de recherche de Si Mohamed Sabri, donc pour son habilitation universitaire. Et avant de lui donner la parole comme le veut la tradition scientifique et la coutume, j'aimerais rappeler quelques aspects qui sont importants pour cette occasion. Alors, sachez que l'habilitation universitaire est gérée ou régie par le décret de 1997 qui fixe les conditions et les modalités d'organisation de l'habilitation universitaire. Ce décret, il a été modifié et complété par celui de 2001. Donc, le premier, il donnait pratiquement 3 critères pour l'organisation de cette habilitation: le volet scientifique, le volet pédagogique et le volet ouverture. Le décret de 2001, donc il en a réduit tout ça à 2 aspects: le volet scientifique, la recherche, et le volet pédagogique. Alors, c'était important donc de le rappeler, ça c'est un petit peu le cadre juridique et légal. Alors ensuite, j'aimerais bien rappeler que c'est la première habilitation universitaire qui est organisée par la polydisciplinaire, et donc c'est un événement qui est assez important. Et M. Mohamed Sabri sera donc bien sûr le premier professeur, le premier candidat donc, à en bénéficier, Inch'Allah. Donc on lui souhaitons bien sûr plein succès pour lui et donc bien sûr pour donc les futurs, les collègues. Alors voilà en gros pour le cadre juridique et un petit peu l'occasion en elle-même. Alors aussi comme le veut la tradition scientifique, donc on va donner à peu près maximum une demi-heure à monsieur le professeur Mohamed Sabri pour un petit peu nous rappeler l'essentiel du parcours pédagogique et en même temps pour nous rappeler l'essentiel de ces travaux scientifiques. Et je rappelle par la même occasion que les membres du jury qui sont ici réunis, donc je vais les présenter peut-être, il y a à ma gauche le professeur Sissé Belbachir, professeur d'enseignement supérieur de la faculté de Rabat, à Agdal, l'université Mohamed V. Il y a également mon collègue Hadi Saïd ES, donc, qui nous vient de l'ESCG Marrakech. Et bien sûr, nous avons un collègue ici aussi qui est présent avec nous donc, au niveau de la commission, mais qui s'est excusé. Donc c'est alors je vais rappeler un peu son nom. C'est Adoui, voilà. Alors je vous donne la parole pour une demi-heure de présentation. D'accord. Très bien, merci beaucoup Monsieur le Président du jury, Monsieur Hiaoui. Merci beaucoup aussi Bachir pour être là. Et Monsieur Ohadi Saïd qui nous vient de Marrakech. Mohamed Sabri, je suis à la faculté polydisciplinaire depuis juin 2011. Et je suis là et je suis très content que vous évaluiez mes travaux de recherche et pédagogique. Mais je tiens quand même dans un premier temps à vous remercier d'abord d'avoir accepté d'évaluer mes travaux, remercier aussi toutes les personnes qui m'ont bien accueilli depuis mon arrivée à la faculté polydisciplinaire de Beni Mellal et ne pas oublier bien évidemment ma famille, ma petite famille et mes parents qui m'ont soutenu et qui, si je suis là, c'est grâce à eux. Alors, mon intervention dans le cadre de cette présentation s'intitule autour de 5 axes. Dans un premier temps, je vais aborder quelques activités de recherche scientifique concernant mon parcours depuis ma venue à la faculté. Puis après, un deuxième axe sur les activités pédagogiques en termes d'enseignement, de cours et d'encadrement. Puis après, sur les responsabilités que j'ai exercées ou que j'exerce encore au sein de la faculté ou à l'échelle de l'université. Et puis après, sur mes projets futurs concernant que ce soit des activités pédagogiques ou de recherche. Puis après,
d'autres missions pour avoir une certaine ouverture. Alors concernant mes activités de recherche, ça a commencé, bien évidemment, la première recherche c'était la thèse de doctorat. Donc j'ai travaillé sur tout ce qui est perception de l'efficacité de la formation continue pour qu'on puisse comprendre quels sont les facteurs qui poussent les entreprises à investir dans la formation continue. Donc c'était une thèse de doctorat que j'ai soutenue à l'Université de Toulouse en juillet 2007 et j'ai travaillé sur un échantillon de 91 entreprises, petites et moyennes entreprises marocaines. Donc l'idée en fait c'était de voir comment ils sont déterminés ces budgets investis en termes de formation continue. Est-ce que les entreprises investissent ou dépensent de l'argent pour la formation continue et quels sont en fait les déterminants de ces budgets-là? Est-ce qu'on dépense parce qu'il y a la concurrence? On dépense parce que nous voulons atteindre une performance dans l'organisation? En tout cas, mes travaux de recherche dans le cadre de cette thèse ont porté sur ces éléments explicatifs. Alors, nous avons pensé à un modèle qui porte à la fois sur tout ce qui est environnement externe, qui est plein d'incertitudes, puisque l'entreprise n'a pas la maîtrise sur les éléments externes tels que la concurrence, tels que les opportunités de croissance, tels que aussi les changements qui sont opérés au jour le jour, que ce soit sur le niveau socio-culturel, sur le niveau technologique ou scientifique, ou aussi sur le volet réglementaire. Et d'un autre côté, quand on organise de la formation continue dans les entreprises, les grandes entreprises en fait se donnent les moyens nécessaires pour à la fois déterminer les actions de formation nécessaires à la performance à travers une ingénierie pédagogique qui suit les étapes, mais aussi à travers le suivi et l'exécution de cette formation continue au sein des entreprises. Alors, nous avons repéré trois facteurs plutôt dans le côté interne à l'entreprise, à savoir, est-ce que quand on met en place un programme de formation, un plan de formation, est-ce que l'entreprise quand même clarifie clairement les objectifs attendus par la formation? Est-ce que aussi on fait participer les formés ou les bénéficiaires aux décisions? Et puis, est-ce qu'il y a un responsable de formation qui assure le suivi, l'exécution de la formation? Alors, quand on a pris en considération tous ces facteurs-là, nous avons essayé de voir comment peut-on déterminer l'efficacité perçue par les responsables, par les managers et par le chef d'entreprise, laquelle perception nous permettra d'être encouragés au niveau de l'entreprise à encore réserver des budgets pour l'investissement de la formation et à travers aussi ce qu'on appelle la performance qui est constatée sur les postes de travail, mais sur l'entreprise en général. Alors, quant au modèle opérationnel de recherche, effectivement, donc, quand on a mené l'étude auprès d'un échantillon de 95 entreprises petites et moyennes marocaines, à savoir que l'échantillon il a concerné seulement les entreprises qui organisent la formation, nous n'avons pas intégré les entreprises qui n'organisent pas ou qui n'ont jamais organisé de la formation. Alors, qu'est-ce que nous avons trouvé en termes d'environnement externe? Nous avons trouvé que les deux facteurs qui sont déterminants, c'est surtout tout ce qui est opportunité de croissance et les changements technologiques et scientifiques. Les entreprises, ils investissent dans la formation parce qu'il y a une évolution technologique et donc le personnel de l'entreprise doit être adapté à cette évolution technologique et scientifique. Puis après, les entreprises aussi, vu l'opportunité de saisir des occasions sur le marché, donc c'est en quelque sorte aussi ce qui pousse l'entreprise à organiser de la formation continue. Et donc l'efficacité, quelque part, on la retrouve aussi par rapport à ces entreprises à travers les objectifs qui sont clairs, mais aussi à travers un suivi rigoureux de la formation continue ou de ce qu'on appelle le plan de formation. Donc, alors, en termes de coefficient de détermination globale des différents facteurs, nous avons trouvé un R carré qui est de 35%, à savoir que dans les recherches en sciences sociales, généralement, on n'arrive pas à un coefficient de détermination qui est voisin des 99%. Donc ça, c'est possible donc, quand on est sur des variables purement quantitatives. Alors, autre domaine de recherche depuis que nous avons commencé à exercer au sein de la faculté, nous avons jugé opportun de voir comment on peut orienter les jeunes formés au niveau de le marché d'emploi sur la création d'entreprises et sur l'entrepreneuriat. Et c'est la raison pour laquelle donc, nous avons essayé de travailler depuis quelques années sur cette activité d'entrepreneuriat chez les jeunes et nous avons essayé de voir quels sont les facteurs en fait qui poussent les jeunes à penser à la création d'entreprises. Est-ce que c'est en fait un certain nombre de facteurs que nous avons cités,
disposer d'un temps libre, être autonome, avoir une certaine responsabilité, à savoir aussi avoir une certaine autonomie dans la prise de décision. Alors, qu'est-ce que nous avons trouvé auprès d'un échantillon de 360 jeunes universitaires? Nous avons trouvé, à travers l'ACP, donc l'analyse de correspondance principale, nous avons trouvé que deux facteurs principaux qui sortent concernant les éléments qui expliquent cette motivation à aller dans l'entrepreneuriat, c'est de disposer de beaucoup d'argent, c'est tout à fait légitime, et puis avoir une certaine autonomie en termes de prise des décisions. Donc les jeunes ne veulent pas être cadrés dans des horaires bien déterminés, dans un emploi salarié. Donc ils veulent avoir cette autonomie, en tout cas c'est ce qui a ressorti dans cet échantillon. De l'autre côté aussi, nous avons retrouvé un certain nombre de contraintes quand même qui pèsent sur cette prise de décision et d'aller vers l'entrepreneuriat et la création d'entreprises. C'est la lourdeur administrative en termes de création d'entreprise, donc la paperasse, les procédures, les organismes qui interviennent dans la création d'entreprise jusqu'au fonctionnement, et puis aussi la concurrence des grandes entreprises, parce que généralement quand on est petit, on a du mal à se repérer sur le marché, on a du mal aussi à avoir des références, notamment concernant les marchés publics. C'est difficile à accéder à un marché public parce que dans tous les cas, on demande des références et qu'une petite et moyenne entreprise n'a pas encore ces références-là. Donc sur l'axe d'entrepreneuriat, puis par la suite, nous voulons toujours continuer dans notre domaine de spécialisation, à savoir la gestion des ressources humaines, au profit de la performance de l'entreprise. Donc si nous avons abordé la formation comme étant un facteur qui permet à l'entreprise d'être dotée des compétences nécessaires pour réaliser la performance, nous avons essayé de voir aussi qu'est-ce qui fait que l'entreprise n'arrive pas à retenir les salariés pour une longue durée. Et donc, j'ai observé un certain nombre d'entreprises, notamment dans le secteur de l'hôtellerie, au niveau de la région de Marrakech-Safi, et j'ai travaillé sur le turnover, sur la rotation du personnel. Pourquoi on retrouve toujours de temps à autre des personnes qui occupent des postes de responsabilité du jour au lendemain pour une augmentation de salaire ou autre, ils changent facilement du poste. Donc, nous avons essayé de comprendre cela dans le cadre du développement en fait de cette compétitivité au niveau des entreprises. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé aussi que parmi les principaux facteurs qui engendrent en fait cette perte de confiance entre l'employeur et l'employé, parce que ce qui mène l'employé à quitter l'entreprise, c'est qu'il n'a plus la confiance dans cette organisation. Et donc, les raisons que nous avons trouvées, qui sont ressorties à travers des entretiens que nous avons menés avec des managers de différents postes de responsabilité, premièrement, c'est l'absence de communication. C'est-à-dire qu'on souffre de la communication entre les employés et le chef d'entreprise ou entre les employés et les managers. D'un côté, et de l'autre côté aussi, on constate une certaine négligence du personnel. Donc il n'y a pas cette considération, il n'y a pas cette estime, et on n'encourage pas généralement les employés qui réalisent des exploits dans leur poste. Et puis les mauvaises conditions de travail, parce que dans le secteur hôtelier, c'est vrai que la façade elle est toute nettoyée, toute claire, etc. Mais dans le back-office, il y a un certain nombre de conditions qui doivent être revues dans plusieurs structures. Alors ce que nous avons avancé comme recommandation, c'est pour éviter justement cette rotation, ce taux de rotation qui est très élevé, que nous avons trouvé, c'est de donner quand même un intérêt aux conditions de travail, d'améliorer les conditions de travail et de mettre en place un dispositif qui permet aussi l'épanouissement du personnel. Parce que lorsque nous avons des conditions qui favorisent l'épanouissement, c'est que les salariés ou les employés, ils ont soi-disant l'envie de venir dans l'entreprise, et dans ce cas-là, donc, il y aura cet engagement pour donner mieux et pour aller dans la performance. Alors, autre élément aussi qui nous a attiré notre attention, c'est autour de la coopération sud-sud entre le Maroc et les pays d'Afrique. Et nous avons pensé aussi à voir comment peut-on développer les ressources humaines dans ce continent africain et de jouer ce qu'on appelle la synergie entre les pays et entre les compétences, à savoir aussi ce transfert de compétences qu'on essaie de voir maintenant dans les différents secteurs d'activité entre le Maroc et les différents pays. Donc le but, c'est de développer ces actions de coopération sud-sud pour les concrétiser sur le terrain.
Alors, toujours dans la gestion des ressources humaines, puisque nous constatons maintenant cette évolution technologique importante, et les entreprises sont appelées plus que jamais à intégrer ces nouvelles technologies de la communication et de l'information dans les pratiques de la gestion des ressources humaines. Et donc, on commence à parler de la digitalisation des ressources humaines. Donc, c'est un domaine aussi qui m'attire de plus en plus, et j'essaie de communiquer là-dessus avec quelques projets aussi à venir sur cette digitalisation, que ce soit sur le côté recrutement, sur la formation en ligne, sur aussi tout ce qui est coaching et tout ce qui est formation à distance, parce que les entreprises n'ont pas toujours les moyens pour faire venir des experts de l'international, mais ces espaces de coworking qu'on peut mettre en place et des plateformes informatiques permettent quand même de réduire considérablement ces coûts, et donc nous essayons de développer nos recherches dans ce sens-là. Alors, autre activité que nous avons menée depuis 2012, c'est les journées entrepreneuriales que nous avons initiées depuis 2012. Donc, nous avons organisé l'année dernière la 6e édition. Nous serons dans la 7e édition que nous avons lancée à partir du 14 mars 2019. Notre objectif à travers la mise en place de cet événement, qui est un rendez-vous maintenant annuel pour les professionnels, c'est de sensibiliser davantage les étudiants pour aller beaucoup plus vers la création d'entreprises et l'entrepreneuriat que d'attendre à avoir toujours un poste dans la fonction publique et attendre à ce qu'on leur propose une activité salariale. L'objectif aussi dans cet événement, c'est de rapprocher le monde universitaire du monde professionnel, parce que si on forme, c'est qu'on forme pour la profession. Et nous nous sommes dit que la présence des professionnels dans le monde universitaire nous permet à la fois de voir comment on forme les jeunes, et aussi qu'ils contribuent à travers les formations, à travers les coachings, à travers aussi les ateliers qu'ils animent, à former les jeunes sur la réalité du terrain et sur ce qui est demandé sur le monde professionnel. Et donc, on a constaté quand même une implication de ces partenaires dans le monde socio-économique, et ils sont remerciés, on les remercie, on ne va jamais les remercier assez, parce que à chaque fois qu'on les sollicite, ils sont présents, et aussi ils soutiennent financièrement l'événement, notamment Menara Holding, Réseau Maroc Entreprendre et ATGMI, donc qui financent des parties de cette activité. Et nous avons quand même matérialisé ça à travers un résumé. Nous avons intégré dans un petit livre donc, que je vais vous remettre tout à l'heure, qui résume les activités depuis la création, mais aussi quelques éditions que nous avons mis en ligne. Nous allons les remarquer tout à l'heure par rapport à cela. Alors, autre événement que nous avons aussi initié cette année, c'est en septembre 2019, c'est ce forum de la carrière professionnelle, de la carrière et de l'insertion professionnelle. Notre objectif à travers ce forum, c'est de permettre la rencontre des lauréats de la faculté polydisciplinaire avec les étudiants, et aussi d'informer davantage les étudiants qui sont en cours de formation ou les jeunes qui viennent de s'inscrire sur les orientations, sur les conseils, et aussi soi-disant d'enrichir ce club des lauréats pour favoriser l'accès des jeunes diplômés au monde professionnel. Donc, nous avons initié cet événement cette année. C'était sur une période de 4 au 15 septembre, pendant laquelle nous avons organisé plusieurs activités, que ce soit pour des inscriptions, pour les orientations, des séminaires, des informations sur les différents départements, sur le fonctionnement pédagogique, sur les bonnes règles de conduite, et aussi sur le système de l'enseignement supérieur qui diffère de l'enseignement secondaire, et un certain nombre de leçons, enfin de conseils qu'il faut prendre en considération. Et puis, en dernier lieu, le dernier jour, donc, nous avons organisé cette rencontre entre les lauréats qui sont venus, soit ils sont en cours de formation de master ou de doctorat, soit c'est des lauréats qui sont sortis d'ici et qui exercent dans des postes de responsabilité dans les différentes régions du royaume. Alors, donc ça, c'est au niveau des activités de recherche. Concernant les activités pédagogiques, alors, étant donné que j'avais préparé auparavant un DESA en économie très appliquée à l'université Fadayat avant d'obtenir le doctorat en sciences de gestion, spécialité gestion des ressources humaines, donc on m'a sollicité à enseigner des matières de discipline scientifique, donc chose que j'ai acceptée. Et donc en 2018-2019, donc je suis toujours sur l'enseignement des modules de probabilité, d'échantillonnage, audit des ressources humaines pour la licence professionnelle RH,
management des équipes et la gestion des conflits pour la licence RH, gestion des ressources humaines dans le cadre de master CCA, comptabilité, contrôle, audit, et puis tout ce qui est entrepreneuriat et projet de fin d'études. Alors c'était pratiquement la même chose dans les 2017-2018, en 2016-2017, mis à part le master CCA que j'ai pris en 2017-2018, en 2015-2016 avec management des projets dans le cadre de master MRH, management des ressources humaines, donc pour 2 promotions. Et 2013-2014, c'était statistique descriptive, probabilité, échantillonnage, audit, management de projet. Et puis après, 2012-2013, donc c'est là où j'ai commencé le module d'entrepreneuriat. Et j'ai commencé en 2011-2012 avec la discipline ou la matière de statistique. Donc ça, c'est concernant les activités pédagogiques. Alors, pour tous ces cours-là, nous avons des supports, nous avons conçu des supports de cours qui sont distribués aux étudiants. Et cette année, nous avons pris une initiative d'enregistrer quelques séances de cours en ligne, en temps réel, et de les mettre sur une chaîne YouTube, Mohamed Sabri FPBM, qui permet aux étudiants en fait de revenir sur des séances de cours s'ils n'ont pas bien compris ou ils n'ont pas bien suivi ou ils n'ont pas bien noté. Donc ça leur permet de revenir sur les différentes séances par rapport à ce cours d'échantillonnage. C'est aussi ce que nous comptons développer davantage avec des moyens qui vont nous permettre une certaine qualité meilleure. Alors, en termes de responsabilité maintenant que j'ai exercée durant ma présence à la faculté pluridisciplinaire, donc je suis coordinateur de la filière sciences économiques et gestion depuis 2013-2014 au sein de la faculté. J'ai coordonné aussi la filière DUT, diplôme universitaire de technologie dans la spécialité gestion des ressources humaines à l'EST de Benimla. Et je suis membre du laboratoire de recherche et des études en sciences économiques et gestion. Et je suis responsable justement de l'insertion des jeunes, l'insertion professionnelle des jeunes auprès des entreprises, que ce soit au travers des stages ou à travers des recrutements. Et je suis conseiller pédagogique aussi de Enactus Morocco pour la section de Benimla depuis sa création. Je suis aussi sollicité à plusieurs occasions par la CGM de la région. Et j'ai coordonné 2 projets portés par la présidence de l'université avec la province de Sac. C'était en 2012, en 2013, sur la base d'une convention que nous avons signée et que nous avons suivi la formation depuis l'ingénierie jusqu'à l'exécution, jusqu'au remboursement. Et puis, un autre plan de formation sur tout ce qui est agent commercial, mais cette fois-ci entre la faculté polydisciplinaire et l'ANAPEC. Alors, maintenant, nous sommes toujours ambitieux, nous voulons aller encore plus loin et nous tablons sur de développement toujours d'aller dans la recherche scientifique, de travailler encore sur le retour sur investissement au niveau de la formation continue. C'est ce qu'on appelle le ROI, Return on Investment. Et puis sur l'évaluation des coûts cachés dans les organisations, parce que beaucoup d'organisations trouvent des difficultés et donc ont besoin de comprendre comment peut-on maîtriser les coûts pour qu'on puisse être toujours performant. Et puis sur la responsabilité sociale et la performance durable de l'entreprise. Sur le volet pédagogique, j'ai quelques ouvrages que je suis en train de finaliser, notamment un ouvrage sur l'échantillonnage et l'estimation, quelques éléments de cours avec des exercices corrigés, un autre ouvrage sur les probabilités et un manuel, si j'ose dire, sur l'entrepreneuriat en action, concept et démarche de création d'entreprise. Ça va être au profit à la fois des entreprises, mais aussi de toute personne qui souhaiterait aller dans la création d'entreprise. Alors, autre activité un peu extra, c'est que je suis membre du réseau Maroc Entreprendre de la section Marrakech Bengueril. C'est aussi cette participation à ce réseau qui est très riche dans former des chefs d'entreprise qui nous a permis de financer un des lauréats de la 5e édition des Journées entrepreneuriales. Donc, il est maintenant en activité. Je suis aussi trésorier dans un conseil syndical et je gère quelque chose comme 974 habitants. Et je suis aussi maître de conférence et modérateur, de maître de cérémonie et modérateur de conférence. Alors, si vous permettez, on peut visualiser. Malheureusement, la connexion n'est pas très correcte au niveau de l'amphi, pour qu'on puisse visualiser la chaîne YouTube qui récapitule en quelque sorte l'ensemble des séquences de cours de l'échantillonnage et l'estimation, et puis après quelques extraits des activités. Alors, dernière
dernière chose, si vous permettez, une toute petite vidéo de 3 minutes que je vais passer, qui synthétise un peu les événements. Merci. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour votre intervention assez riche et assez précise. Alors, je vais donner la parole à un de mes collègues. Donc, je vais commencer par le professeur Cissé Ben Bachir. Et je ne sais pas, est-ce que après leur intervention, vous réagissez ou bien vous préférez, mes collègues, qu'à la fin, on fasse une intervention transversale. C'est ça? Vous prenez note et à la fin, vous faites donc tout simplement les points les plus importants. À vous la parole, monsieur le professeur. Merci, monsieur le président. C'est un grand plaisir pour moi de siéger dans cette commission de la soutenance de l'habilitation de M. Sabri Mohamed. J'ai beaucoup apprécié vraiment votre présentation, très claire, très éloquente. Également, je vous félicite pour la qualité de votre dossier, aussi bien sur le plan pédagogique que sur le plan scientifique. Je vous félicite pour le dynamisme et pour les différentes activités que vous entreprenez au niveau de la faculté polydisciplinaire, au niveau en fait même de la ville de Nimezet. J'ai également beaucoup apprécié
apprécié la thèse que vous avez soutenue à l'Université de Toulouse sur l'efficacité de la formation continue. Et je considère qu'en fait, c'est un thème d'actualité. Ça reste toujours d'actualité. On avait entrepris, dans le cas des entreprises industrielles marocaines, mais ça serait très intéressant de reprendre la même chose, l'actualiser, mais à d'autres types d'entreprises, parce que c'est très important. Parce que le problème de la qualité, de l'efficacité de la formation, parce qu'on investit beaucoup, mais le rendement parfois n'est pas très... C'est une thèse très intéressante que je vais essayer de bien lire et c'est très important. Alors, concernant il n'y a pas grand-chose à dire en fait. Vous avez tout dit et bien expliqué en fait vos activités sur le plan pédagogique, sur le plan au niveau de la licence, au niveau du doctorat, au niveau du master. Vous avez eu licence en fait en informatique et technique de gestion, et ça c'est très important. Vous avez un DESA en économétrie, et trouver des économètres c'est une denrée rare dans les facultés de droit, dans les ENCG. Ce que je remarque en fait, c'est que les cours que vous enseignez, c'est vrai, la statistique descriptive, probabilité, échantillonnage ou l'inférence statistique, mais je ne trouve pas, en fait, au niveau de la licence et du master, des matières d'économétrie. Je considère, bon, ça c'est une proposition, c'est plus un échange parce que c'était parfait, en fait, pour moi, votre intervention. Au niveau de la licence et au niveau de S5 et 6 et au niveau du master, c'est très important l'économétrie. L'économétrie des cercles temporels, données de panel. Pourquoi? Parce qu'il faut outiller les étudiants. Il faut outiller les étudiants au niveau du master et même au niveau du doctorat. Bon, vous n'avez pas encore un centre doctorat, mais les étudiants, ils doivent être outillés, aussi bien dans le domaine de l'économétrie que les outils de l'informatique. Également, vous avez même utilisé l'analyse des données dans vos travaux de recherche. Également, c'est une matière très importante, et les techniques d'enquête. Il faut les introduire. Il faut vraiment les introduire au niveau de la licence et du master. Parce qu'il y a un grand problème pour les étudiants du master et même les doctorants. Le vrai problème, c'est les outils. Ils ne sont pas outillés. Ils peuvent faire la revue de la littérature, mais vraiment faire de la modélisation, c'est ça pose un problème. Donc ça, c'est juste au niveau de la licence. Je ne sais pas si vous avez des cours d'économétrie, tout ça, vous allez me répondre après. Donc ça c'est concernant c'est surtout cette remarque-là que je voulais vraiment, c'est surtout ça. Concernant les travaux, également vous avez beaucoup entrepris des travaux dans le domaine de l'entrepreneuriat, l'insertion des jeunes, etc. C'est très intéressant. Donc personnellement je vous félicite pour cette soutenance. Félicitations et bonne chance pour la suite. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour vos remarques. Alors, sans trop tarder, je vais donc donner également la parole à mon collègue Hadi Saïd pour porter quelques remarques à votre parcours et à votre dossier de candidature. À vous la parole, monsieur le professeur. Merci, monsieur le président. Tout d'abord, pour moi, c'est un grand honneur de siéger à ce jury pour la soutenance de l'habilitation de notre collègue Mohamed Sabri, que je connaisse depuis très longtemps. Et du point de vue scientifique, c'est un grand défi d'évaluer quelqu'un que l'on connaisse très bien. Et donc, je connais tout ce qu'ils entreprennent avant même d'être là à la faculté disciplinaire de l'UNEL. Et j'ai également suivi tout ce qu'elle a fait au sein de cet établissement, que je vois très bien donc, évoluer de façon continue. Donc arriver à soutenir des habilitations, c'est vraiment une fierté pour tous ceux qui ont contribué au développement de cet établissement. Alors, moi, j'ai essayé de
travaillé sur le dossier sur les 3 plans, et donc je peux dire que mon rapport favorable, positif, se justifie tout d'abord par la qualité de la recherche. Au niveau de la recherche, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, ce qui est exigé justement au niveau de l'habilitation. Il y a une continuité dans le domaine sur lequel vous avez travaillé au niveau de la thèse, c'est l'axe général qui est la gestion des ressources humaines. Au niveau pédagogique, donc vous donnez des cours sur trois axes différents: l'entrepreneuriat, le management des ressources humaines et tout ce qui est statistique ou échantillonnage, donc c'est tout ce qui est statistique en général. Donc il y a une richesse. Vous participez à l'encadrement des étudiants et également vous faites énormément de choses au niveau de ce qu'on peut qualifier de l'ouverture à l'environnement à travers déjà les journées entrepreneuriat et innovation. Donc vous êtes déjà à la 6e édition et également des forums où vous essayez un petit peu de faciliter la tâche aux lauréats de la faculté polydisciplinaire pour s'insérer dans la vie professionnelle. Et donc, sur ces bases-là, donc, on ne peut que donner un avis favorable pour votre dossier. Maintenant, ma présence ici, c'est pas pour parler de ce rapport positif, mais c'est surtout pour un chercheur qui est devant moi, et je connais très bien le potentiel dont il dispose. Et on aimerait bien, en tant que chercheur, justement, à ce que vous investissez davantage pour faire bénéficier les jeunes qui vont arriver par la suite. Parce que lorsqu'on veut devenir un professeur habilité, donc on va encadrer des thèses, et donc c'est important, justement, de travailler sur ce point-là. Alors, je commence tout d'abord par quelques points, si vous voulez, négatif dans le dossier. Il faut qu'on parle parce que c'est important. Premier point que j'ai constaté, c'est tout d'abord, depuis la soutenance de la thèse en 2007, il faut attendre à 5 ans pour voir M. Sabré produire de la recherche, participer à une communication. Donc, il y a 5 années, 4 années au moins, où il n'y a pratiquement rien. Et même après la première communication de 2012, il faut attendre encore une autre fois 3 ans. On va attendre jusqu'à 2015 pour voir autre chose. Puis 2016, et également il y a une année qui est creuse. 2017, on ne trouve pas grand-chose. Il faut attendre encore 2018. Donc il faut justement qu'un chercheur s'insère dans la continuité. Donc on vit dans le cadre d'un projet de recherche, et ce projet de recherche, donc, il doit se traduire assurément en des productions scientifiques, soit à travers des communications, soit à travers également des publications. Donc là, on le retrouve. Beaucoup plus que ça, je remarque qu'en fait, qu'il n'y a pas un fil conducteur au niveau de la recherche. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, surtout lorsqu'on va parler des perspectives et des projets sur lesquels vous allez travailler dans l'avenir. À commencer déjà par la thèse. Donc, vous avez travaillé une thèse très intéressante, donc la perception de l'information continue, c'est bien. Donc, vous avez choisi un axe très pointu du domaine du management des ressources humaines, mais après, on ne le retrouve plus, pratiquement. On ne retrouve plus. Quels sont les résultats de la recherche, les perspectives de la recherche? Donc, normalement, on doit les trouver à travers la production des années suivantes. Donc, par contre, là, vous avez travaillé sur d'autres domaines, c'est des productions très intéressantes, mais il y a un problème, c'est que, est-ce que la thèse est finie? En principe, c'est elle qui va déclencher justement les productions scientifiques pour le reste. Autre chose sur laquelle je veux donner un avis scientifique, c'est au niveau du découpage de vos productions scientifiques. Donc vous avez parlé de 3 axes de recherche. Moi je vois que vous êtes plus dans un seul axe.
Vous êtes dans le domaine du management des ressources humaines. C'est vrai, ce qui vous gêne un petit peu, c'est l'entrepreneuriat, mais ce que vous avez fait au niveau de l'entrepreneuriat, c'est que vous êtes parti du jeune. Donc les jeunes diplômés, qui vont aller chercher, donc justement s'insérer dans la vie active autrement, c'est-à-dire au lieu de passer par le salariat, il va passer par l'entrepreneuriat. Et donc, moi je trouve que vous êtes dans le domaine des ressources humaines parce que la communication et la publication que vous avez produite sur l'entrepreneuriat, ça concerne également le domaine des ressources humaines et non pas les thématiques pointues justement de l'entrepreneuriat. Je crois que c'est mieux de dire que vous avez une seule casquette, c'est le management des ressources humaines, et c'est le point essentiel. Il y a également une remarque sur les choix méthodologiques. Parce que généralement, lorsqu'on termine une thèse, soit on va considérer la thèse comme fil conducteur, on va continuer une année par année, soit au moins qu'on reste dans une méthodologie. Votre cursus de formation vous permet justement de travailler à l'aise dans tout ce qui est quantitatif. Donc la preuve, c'est que vous n'avez pas hésité de prendre en charge beaucoup de cours de statistiques, échantillonnage, parce que c'est le domaine que vous aimez plus. Donc vous avez la bac sciences, vous avez des sciences expérimentales, vous avez fait une licence en informatique, économétrie, donc vous êtes à l'aise. Mais on trouve que justement cet outil n'est pas bien utilisé, on n'est pas suffisamment, m'exprimer fidèlement, n'est pas suffisamment exploité plutôt au niveau de vos recherches. Et là, on trouve par exemple qu'il y a des articles où vous utilisez la méthode quantitative, il y a même un article où vous avez utilisé la méthode qualitative, bien que sans vouloir revenir au contenu des articles, en respectant, parce que c'est des articles qui sont publiés, il y a un comité scientifique, je ne peux pas revenir sur ça, mais au fond, il y a quelque chose qu'il faut développer. Et donc, pour arriver à la dernière chose, c'est les perspectives. Ça, c'est ce qui est important dans tout ce que j'ai soulevé. Au niveau des perspectives, tout à l'heure, j'ai vu que vous voulez travailler sur 3 domaines. Vous préparez sur le retour sur investissement. Je suis très content. Bien. On se rappelle qu'il y a une thèse sur la formation, c'est bien, mais aller sur l'éco-caché, aller sur PRSE, donc vous restez, à mon avis, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur la formation, le retour d'expérience. Parce que vous avez travaillé sur la perception, maintenant, il y a des formations continues qui sont assurées, et on peut savoir maintenant, déjà, une première question, c'est la satisfaction. Les gens qui ont bénéficié des formations continues, peut-être même les mêmes personnes, et donc on va voir maintenant, a posteriori, qu'est-ce que ça a apporté, c'est intéressant. C'est vrai, la question du retour sur investissement reste très importante pour savoir est-ce que la formation est rentable ou n'est pas rentable, bien que le retour sur investissement, vous le savez autant que moi, que c'est quelque chose qui est très difficile en termes de formation, mais ça mérite quand même des recherches. Et donc, moi je préfère à ce que vous restez dans le domaine de formation, parce que c'est un domaine qui est très 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 demandé, et vous avez tout ce qu'il faut pour développer des problématiques très importantes et qui peuvent justement enrichir le domaine de la recherche sur la formation en général, la formation continue en particulier. Donc, pour résumer, je vous félicite, je suis vraiment très content de ce que vous avez entrepris, et la faculté polydisciplinaire, donc je sais très bien qu'ils ne vont jamais te lâcher, ils vont te donner d'autres responsabilités, et ils ont raison. Bien, merci beaucoup, monsieur le professeur.
Alors, puisque la tâche de président du jury m'incombe, comme un de nos collègues, donc il est absent, donc avant que je fasse ma propre intervention, il m'incombe, c'est mon devoir, de lire l'intervention donc écrite de notre collègue Monsieur Tajouri Abdouilah, donc qui est à l'étranger. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la loi stipule exactement qu'il doit y avoir un rapport positif, il y en avait 3, et ensuite il faut passer juste après donc, à cet entretien oral. Alors, comme il était rapporteur, donc la suite logique c'est qu'il devait faire son intervention orale, et comme il est absent, donc je vais lire exactement ce qu'il dit. Alors, la lettre, elle est bien sûr adressée à monsieur le vice-président qui représente bien sûr le chef d'établissement, donc monsieur le doyen. Donc, c'est lui qui a ouvert, donc, cette session d'habilitation, et donc c'est à lui qui incombe selon la loi 0100, donc l'organisation de l'habilitation universitaire. Alors, il dit objet soutenance de l'habilitation du professeur Sabri Mohamed. Je lis exactement. Je suis aussi le professeur Douli Abdouilah, donc enseignant donc à l'UNCG Penetra, atteste par le présent courrier mon accord très favorable pour la soutenance de l'habilitation du professeur Sabri Mohamed, en référence au rapport d'évaluation très positif que j'ai envoyé auparavant donc au décanat et au vice-décanat de la faculté polydisciplinaire de Bnimlal. Et étant donné que je suis à l'étranger pour mission, je m'associe et j'appuie sans réserve les conclusions de la commission d'évaluation des travaux de M. Sabri Mohamed lors de sa soutenance du jeudi, donc 27 décembre 2018. Voilà. Donc c'est un petit peu donc, son courrier officiel. Et avec ça, donc, il remplit donc, la condition comme quoi l'intervention orale a eu lieu. Alors, avec ça, je passe peut-être pour faire un petit peu mes remarques, ni plus ni moins. Moi, je n'étais pas prévu pour être donc, président donc, de jury, donc je l'ai eu il y a peut-être un quart d'heure ou peut-être une demi-heure, et ça me fait plaisir et j'en suis vraiment honoré. Et là, j'enlève la casquette de président peut-être pour faire mes remarques d'un collègue et d'un enseignant. Et j'ai toujours dit que l'habilitation, donc, elle a 2 aspects. Il y a, c'est vrai, l'aspect légal, l'aspect décret, l'aspect organisation, parce que c'est un grade, c'est la promotion d'un collègue, et qui dit promotion, donc là aussi, elle obéit à un certain nombre de conditions. Mais ce qui est sûr, c'est que, personnellement, je considère que l'habilitation universitaire est un moment très important dans le parcours professionnel de l'enseignant-chercheur. Moi, j'ai toujours dit que c'est une question de maturité. C'est-à-dire que l'enseignant, il rentre, il est assistant, il passe 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7, même 8, il est en train de se chercher. Il est en train de se chercher, qu'est-ce que je dois faire, quelle matière, quelle licence, quel master je dois enseigner, quel type de mémoire. Donc il est en train de se chercher. Et je pense que lorsqu'il sent qu'il est mûr et qu'il atteint un petit peu donc ce degré de maturité, il sait maintenant qu'est-ce qu'il va faire. Je pense que c'est là où il postule avec un dossier pour dire que voilà un petit peu le chemin que j'ai fait. Et donc c'est vrai que malheureusement dans certaines candidatures qu'on trouve qu'il y a un petit peu le va-vite. Je suis recruté, donc 3 ans, 4 ans après, non, je dois faire un petit peu l'habilitation, et on sait que c'est un petit peu une candidature qui est hâte. Personnellement, lorsque j'ai lu un petit peu votre document et je l'ai un petit peu feuilleté, j'ai compris et j'ai senti que finalement vous avez attendu pour un tout petit peu savoir un peu, parce que passer de l'économétrie à Qada'iyya, et on sait un petit peu ce que c'est, donc Qada'iyya en termes d'économétrie, et ensuite aller pour changer pratiquement le registre, aller vers un petit peu dans les ressources humaines. Et lorsque on est recruté, c'est vrai, moi je ne suis pas contre que vous démarrez par les probabilités, l'échantillonnage, et moi je dis que c'est des connaissances, c'est des modules, outils qu'on trouve un petit peu dans tous les champs disciplinaires.
Là où vous avez un scientifique qui va faire pratiquement donc un article, c'est vrai qu'il va faire un article dans la formation continue, où il va le faire un petit peu dans le développement du capital humain, comme il va le faire dans le développement durable, comme il va le faire par exemple en économie sociale ou solidaire. Et bien, dans tous les cas, soit qu'il est obligé d'utiliser donc l'économétrie spatiale, ou l'économétrie tout court, ou bien peut-être il va utiliser un petit peu donc les statistiques, ou bien. Donc finalement, c'est des connaissances qu'on trouve un petit peu dans tous les champs disciplinaires. Et moi, je me réjouis, c'est-à-dire que votre DESA d'économétrie vous a servi à quelque chose pour un petit peu faire ce qu'on appelle des fondations solides pour les futurs étudiants. Et ensuite, peut-être, c'est là où ils vont donc changer de registre, aller vers donc les ressources humaines ou autres. Donc, moi, je ne suis vraiment pas contre. Je me dis que... je me dis, un jeune qui va avoir un bac plus 2 au niveau donc du DUT, du type BTS ou peut-être un DUT ou autre, ça va servir à quoi? Peut-être de faire un petit peu donc l'échantillonnage. Par contre, faire un petit peu donc de la gestion des ressources humaines ou par exemple donc tout ce qui donc c'est un petit peu donc les métiers, donc c'est vous le préparez bien sûr donc à l'insertion professionnelle qui est maintenant cité dans tous les discours de Sa Majesté. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a quelque chose, un discours qui relate un petit peu la formation académique ou bien tout simplement l'université ou autre, il y a tout le temps le problème de l'insertion. Et on s'est même posé la question, pourquoi nos diplômes, pourquoi nos formations, donc dans un certain moment, elles échouent au niveau donc, de l'insertion. Donc finalement, moi je me dis peut-être que c'était un petit peu votre souci, c'était un petit peu votre projet, et c'est un projet dans lequel vous vous êtes inscrit, et je me dis sincèrement que c'est-à-dire que votre parcours il est en train d'être tracé finement et peut-être intelligemment, et avec un certain nombre de choix bien saisis. C'est-à-dire que le fait de choisir l'entrepreneuriat et la gestion de ressources humaines ne s'est pas fait peut-être au hasard. Moi, j'ai l'impression, je me mets à votre place, c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait une fondation assez précise, probabilité, échantillonnage et statistiques, c'est des outils. Ensuite, l'apprentissage en termes de gestion des ressources humaines et capital humain pour le préparer peut-être à l'insertion, peut-être à travers donc l'entrepreneuriat. Je pense que c'était votre cercle vertueux, si j'ose le dire, et que vous êtes en train de constituer, et que finalement vous l'avez fait au niveau donc des cours, vous l'avez fait au niveau donc de vos articles de recherche. Et bien lorsque vous avez un petit peu visionné toutes les activités, j'ai vu que finalement il y a même l'implication personnelle et automatiquement en termes de conseiller. Donc voilà un petit peu mon impression, j'allais dire de début en lisant un petit peu votre projet. Alors maintenant, on entend là aussi que peut-être qu'enseignants et membres du jury, il n'y a pas de mal peut-être à le rappeler, qu'il faut rappeler est-ce qu'il y a eu conformité pour qu'on soit conscient, c'est-à-dire que finalement il y a habilitation universitaire qui est ouverte selon un décret, est-ce qu'il y a conformité à ce décret-là pour qu'on en soit bien sûr assez conséquent, assez conscient. Alors comme je l'ai dit, l'habilitation donc elle a été ouverte donc au niveau donc de la polydisciplinaire en sciences de gestion, et vous êtes donc profil sciences de gestion, donc conformément bien sûr au décret de 1997 et le décret qui vient ensuite en 2001. Et selon l'article 3 de ce décret-là, donc je rappelle que M. Mohamed Sabri est titulaire d'une thèse de doctorat en sciences de gestion et l'habilitation est ouverte en sciences de gestion, portant sur le sujet de la perception de l'efficacité de la formation continue qu'a des petites et moyennes entreprises marocaines. Et on a un petit peu donc vu les résultats que vous avez un petit peu présentés. Et donc c'est des résultats qui sont quand même probants. Soutenu publiquement le 5 juillet 2007 à l'Université de Toulouse. Vous avez exercé à peu près, donc au minimum 7 ans en tant que professeur d'enseignement supérieur assistant au sein de la faculté polydisciplinaire, donc l'Université Sultan Slimane, donc à Blimilal. Vous êtes titulaire d'un DESA en économétrie. Donc c'est pour tout simplement dire qu'il y a conformité entre un petit peu donc le parcours et un petit peu avec votre diplôme. Alors son dossier de candidature, il comporte les éléments suivants. Une demande qui est adressée bien sûr à monsieur le doyen avec l'avis favorable, c'est-à-dire pour pouvoir postuler, copie de votre thèse et bien sûr donc les travaux de recherche et le volet pédagogique. Je rappelle, selon l'article 4 du décret de 2001, concernant l'organisation de l'habilitation universitaire, je lis l'article extrait.
Donc le candidat à l'habilitation universitaire doit être un enseignant-chercheur et satisfaire les conditions stipulées dans le texte de loi de la première catégorie. Donc vous rentrez dans la logique de la première catégorie puisque vous êtes titulaire d'un doctorat. Alors les enseignants-chercheurs titulaires justifiant d'un doctorat ou d'un doctorat d'État ou d'un diplôme reconnu équivalent à l'un de ces deux grades, le candidat doit être membre d'une structure de recherche accréditée et y mener une activité scientifique et régulière. Il doit en outre justifier de son activité de recherche en ayant réalisé au moins 2 publications, 2 articles ou bien sûr de communication. Et c'est pour cela que j'ai émis peut-être un avis favorable, parce que vous avez 2 articles donc qui s'inscrivent dans les sciences de gestion et vous avez au-delà donc de 2 communications. Donc voilà un petit peu, et j'ai toujours un souci de conformité pour ensuite aller vers autre chose. Alors, ce qui concerne donc les articles, comme je l'ai dit, vous avez donc 2 articles et minimum donc 3 communications. Alors, au niveau pédagogique, vous avez une charge en termes d'enseignants qui est assez pesante. Moi, je le dis, et je pense que c'est une contrainte à laquelle vous avez porté un sacrifice, parce que c'est la polydisciplinaire. Il y a eu peut-être un démarrage en 2007 ou en 2008, c'est ça ? Donc en 2007 et en 2008, donc c'est la polydisciplinaire, donc il y a eu beaucoup de cours, et donc peu peut-être de ressources humaines, et donc d'où peut-être énormément donc de cours à faire, et je pense que c'est un sacrifice qui ne peut qu'être à votre honneur. Alors ensuite, vous avez là aussi beaucoup donc d'encadrement au niveau donc de la licence. Je déplore au niveau du master, là aussi, donc il n'y a pas eu de cours, peut-être, c'est-à-dire que finalement, il n'y avait peut-être pas beaucoup donc, de master ou autre, mais l'essentiel c'est que l'encadrement au niveau donc, de la licence et de la licence professionnelle, il est assez présent. Et je note également que vous êtes coordonnateur donc, de la licence d'études fondamentales en sciences économiques et de gestion. Alors tous ces éléments, donc c'est cette conformité-là qui m'a permis peut-être de porter un avis favorable sur votre candidature. Alors maintenant, après la conformité, je suis un petit peu allé pour regarder un petit peu, un regard assez, comme je l'ai dit, c'est une question de maturité. Moi, je le dis personnellement, vous avez une grande chance à saisir, et non pas qui est déjà passé. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que vous avez l'économétrie, donc comme outil, les probabilités statistiques et autres, et vous avez à côté choisi donc un axe de recherche ou 2 qui est l'entrepreneuriat, et ensuite la gestion des ressources humaines ou le développement du capital humain. Et j'ai l'impression et j'ai le sentiment que c'est le besoin maintenant présent de la région, non pas de la vôtre, mais nous avons maintenant, c'est-à-dire que si on inscrit l'enseignant qui est vous, eh ben, on peut dire que c'est une variable qui s'inscrit dans toute une politique nationale qui est déclinée au niveau régional, qui est déclinée au niveau de l'établissement, qui est déclinée au niveau du département et qui est bien sûr déclinée au niveau donc, de l'enseignant en lui-même. Donc devient dans ce cas-là l'enseignant un vecteur très important de cette politique en elle-même qui est une politique nationale. Alors au niveau régional, donc la région de Kharibga, Bni Mellal, donc ancienne, c'est Adla Azelal, ben on sait très bien que c'est une région agricole, c'est une région donc, qui est tournée vers le tourisme, vers l'industrie agroalimentaire. Donc finalement, donc, il y a tout un tissu industriel, il y a des associations, donc il y a l'économie sociale, solidaire, etc. Et donc on a bien compris que donc, ce qui est peut-être important, c'est peut-être construire un capital dont on aura besoin pour un petit peu veiller donc, aux besoins de cette région. C'est le besoin en termes de capital humain ou de ressources humaines. Et c'est vrai que dans les discours de Sa Majesté et dans d'autres, même dans les projets du président et même dans le projet du doyen, ben, c'est normal que la formation initiale ou la formation continue en elle-même, elle doit répondre aux besoins de la région. La région est devenue, l'université en elle-même est devenue un moteur de développement régional. On ne forme pas pour donner des diplômes, on forme pour que la région puisse un petit peu produire ses propres ressources en elle-même, notamment donc les ressources humaines. Et je pense que vous avez choisi, je ne pense pas par un pur hasard, je ne pense pas que vous avez choisi le créneau tout simplement parce qu'il est à la mode, mais je pense que vous avez un petit peu analysé
les besoins peut-être futurs donc, de la région. Vous dites que finalement je m'inscris dans le développement donc, du capital humain, au niveau régional, on ne peut pas faire avancer le projet de la régionalisation avancée s'il n'y a pas bien sûr à côté ou tout simplement donc, le capital humain. Et je pense que c'est un petit peu votre souci. Donc vous portez un projet donc, national, un projet peut-être régional, pur et bien sûr qui est bien sûr personnel. Alors en termes de recherche, je pense qu'il y a une certaine, je ne dis pas, vous êtes resté quand même assez fidèle à vos choix. Vous avez commencé votre thèse par la formation continue, donc c'est le développement des ressources humaines, donc la promotion donc, du capital humain. Ensuite, lorsque vous avez commencé à enseigner, vous avez commencé à enseigner, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les outils et non pas dans des... Vous n'êtes pas, c'est-à-dire que l'économétrie, c'est un outil de recherche. Donnez-moi un sujet, j'utilise l'économétrie pour vous donner les résultats. J'enseigne pas l'économétrie pour produire un économètre, mais j'enseigne l'économétrie pour qu'elle puisse être utilisée. J'enseigne la statistique pour qu'elle puisse être utilisée en marketing, en gestion des ressources humaines ou autre. Donc finalement, le choix il est pertinent, les outils au service bien sûr d'une formation. Et là aussi, peut-être ce qui vous manque, et ça c'est un petit peu quelques propositions que je mets à votre profit. Et je pense que là aussi la chance vous attend et à vous de la saisir. Bientôt la future faculté d'économie et de gestion, bientôt la nouvelle école de commerce, le NCG, pour bientôt peut-être, c'est-à-dire une région en mutation. Et donc tout ça nécessite bien sûr de bien renforcer l'axe entrepreneuriat. Je ne sais pas, peut-être à vous de poser la question au niveau de la présidence de l'université, est-ce qu'il y a un centre sur l'entrepreneuriat? Et donc si oui, tant mieux, il faudrait peut-être s'inscrire dans ce sens-là. Sinon, il faudrait peut-être dès maintenant penser donc, à le proposer et à le mettre en valeur. Également, un master, vous n'avez pas la possibilité auparavant de le faire parce que vous étiez assistant. Maintenant, vous êtes pour bientôt peut-être habilité, vous êtes habilité à donc diriger donc, des recherches. Et donc là aussi, il y a un montage d'un laboratoire ou d'une équipe de recherche ou des axes de recherche là-dedans. Et pourquoi pas un master dans la gestion des ressources humaines pour pouvoir un petit peu mettre en valeur tout cela. Donc, moi, je me dis que finalement, vous avez un dossier, vous avez un parcours qui retrace vos 8 ans. Maintenant, la tâche qui vient plus tard, elle est plus importante que ce que vous avez passé auparavant. Ce n'est plus, moi je pense que là-dedans c'est quelque chose d'assez important qui vous attend, c'est-à-dire que c'est une université qui est dynamique, une région qui prend un peu donc de l'ampleur, donc un besoin en termes de capital humain et donc de développement donc des ressources humaines. Donc finalement, moi je pense que le choix il est pertinent et donc à vous de continuer. Et pourquoi pas peut-être des publications d'ouvrages donc au niveau donc des ressources humaines donc et territoire ou peut-être région ou autre. Donc c'est à vous un petit peu donc de faire le choix parce que après l'habilitation, on pense maintenant en termes de spécification et de spécialisation. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas de toucher à tout, mais à toucher à des créneaux bien précis. Et il faudrait bien sûr une équipe autour de vous-même, avec une équipe de doctorants et bien sûr une équipe de collègues. Et tout cela pour vous dire que finalement, on ne travaille pas individuellement, mais on travaille donc en équipe. Et c'est à vous maintenant de constituer donc tout ce projet-là. Et avec ça, je vais m'arrêter et donc je vous donne la parole. Donc de répondre de manière transversale à tous ces remarques qui vont être faites. Et donc à vous la parole, monsieur Spike. Merci beaucoup, monsieur le Président. Qu'est-ce que je pourrais dire devant les spécialistes de l'intelligence économique et du management stratégique? Qu'est-ce que je peux dire devant les spécialistes de la gestion des modèles, de la finance, de l'économie? Donc je suis très content et très heureux que vous siégez pour mon habilitation. Effectivement, pour revenir un peu à quelques remarques et points qui ont été évoqués, effectivement, quand j'étais recruté à la faculté, j'étais là pour enseigner des matières de gestion des ressources humaines, parce que c'était ma dernière formation.
Mais il y avait quand même un besoin au niveau de l'établissement, et on m'a dit, nous souffrons des compétences, on n'a pas des gens qui peuvent former dans les statistiques, dans les outils de gestion, etc. Donc j'ai accepté parce que, comme vous l'avez souligné, j'ai préparé un DESA en économie très appliquée, donc c'est ce qui m'a permis d'être à l'aise dans ces matières de gestion, qui sont quand même aussi des outils qui vont faciliter la tâche dans les autres recherches et que je vais utiliser pleinement, comme vous l'avez conseillé, à travers les prochains travaux. Maintenant, effectivement, si je reviens sur mes activités de recherche, je reconnais qu'il y a des décalages depuis ma prise de fonction, mais c'était un décalage en fait qui était expliqué par la charge lourde en termes de pédagogie, en termes d'enseignement que vous avez d'ailleurs constaté. Et donc du coup, moi pour l'instant, dans un premier temps, mon intérêt, c'est d'abord de dispenser un cours de qualité et aussi d'accompagner les étudiants à ce qu'ils aient une formation, disons, de qualité. Donc c'était la raison pour laquelle je me suis penché beaucoup plus vers la préparation des cours, vers l'ingénierie pédagogique, vers l'encadrement, encadrer une filière qui compte 5000 étudiants avec toutes les problématiques d'encadrement, de répartition de charges, etc. Je pense que c'est pas chose facile. Mais effectivement, il y a un regain de conscience par rapport à cela. Et c'est un engagement que j'ai pris pour justement être régulier dans les activités de recherche et réguler un peu, équilibrer entre la charge en termes d'enseignement et aussi en termes de recherche. Alors, effectivement, pour ce qui m'a poussé à être à cheval entre la gestion des ressources humaines et les outils quantitatifs, c'est que j'avais préparé un bac sciences expérimentales, puis après un DEC en économie, puis après une licence en informatique appliquée et technique de gestion, puis après un DESA en économie très appliquée, et par la suite, justement, un doctorat en sciences de gestion dans la spécialité de gestion des ressources humaines. Donc, si j'ose dire, je suis un peu polyvalent dans les différentes disciplines. Et donc, c'est ce qui fait un peu perdre ce fil conducteur des fois. Effectivement, je sens ça aussi, que je suis perdu dans les différents axes. Je vais prendre en considération sérieusement toutes les recommandations que vous m'avez faites, toutes les remarques aussi très positives et très constructives, même s'il y a des décalages, etc. Mais pour moi, c'est très positif. C'est que je vais essayer de me concentrer les efforts. Maintenant, pour les activités futures, effectivement, la formation m'a toujours préoccupé, que ce soit dans le cadre de la formation initiale ou de la formation dans les entreprises. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas hésité à prendre en charge le projet de la présidence avec la province de Frédéric pour accompagner plusieurs associations qui représentent le milieu civil et pour leur dispenser des formations et suivre l'ingénierie pédagogique de la formation déjà, le choix des formateurs, des intervenants, le suivi avec les participants jusqu'à la réalisation, et on a effectivement constaté une satisfaction par la suite. C'est ce qui nous a aussi permis de renouveler ce projet en 2013, que j'ai toujours coordonné. Et par la suite, j'ai pris un autre projet de formation sur la préparation de l'agent commercial dans le cadre de l'ANAPEC. Et on a suivi aussi l'insertion de ces jeunes dans le domaine, puisqu'on a signé des conventions avec plusieurs entreprises de la région. Donc, je trouve que la formation, je ne l'ai pas délaissée, mais peut-être que je devrais capitaliser davantage. C'est chose que je n'ai pas faite en fait. Donc, je devrais capitaliser davantage parce que si je ne prends que la population qui a suivi la formation, entre le diagnostic, le suivi et l'impact après, je pourrais déjà en capitaliser à travers des articles. Alors, c'est la raison pour laquelle je reviens sur le retour sur investissement. Et quand j'ai parlé des coûts cachés dans les entreprises, quelque part aussi, quand on organise de la formation, qu'on l'organise à tort et à travers, on ne fait pas attention au suivi et à la rigueur au niveau du responsable de formation et à l'atteinte des objectifs, quelque part on perd de l'argent. Et pour moi, c'est une perte de l'argent, mais il faut qu'on l'identifie. Ce sont des coûts qui sont cachés. Et donc, l'objectif de la performance à travers les ressources humaines, c'est aussi la maîtrise des coûts. Donc, pas seulement les coûts en termes de matières premières, etc., mais aussi les coûts qu'on dépense pour la formation. Il faut qu'on arrive à optimiser les frais qui sont engagés dans la formation à travers un certain nombre d'indicateurs
qu'on va mettre sur le tableau de bord qui nous permet de dire attention, là on est performant, là on doit faire attention. Pour les projets d'avenir aussi, bon, je ne l'ai pas dit, mais peut-être que je le dis sous le contrôle de monsieur le doyen et la présidence, que je suis aussi sur le projet de l'OICG au niveau de la région de Bénémina. Donc je remercie la présidence qui m'a donné cette confiance-là de travailler sur le projet, sur la mise en place. Et puis, ça s'inscrit dans votre proposition, monsieur Eliaoui. J'ai préparé un projet en fait sur le management en entrepreneuriat et en innovation entrepreneuriale. Donc c'est un projet que je l'ai posé il y a quelques jours, enfin il y a quelques semaines, mais on attend justement à ce que ce moment passe pour voir la faisabilité aussi que je coordonne ce master. Et c'est là où vraiment, je pense que je vais me retrouver davantage, parce que c'est là où nous allons essayer de développer davantage des recherches sur les thématiques, sur plusieurs secteurs d'activité. Donc il y a déjà un projet en tête pour mener des études spécifiques, parce que pas seulement de créer une entreprise, mais aussi quand on crée une entreprise et ça meurt dans 3 ans, c'est pas bénéfique non plus pour la région. Donc nous voulons mettre en place un observatoire qui va accompagner avec les équipes de recherche qui vont poursuivre ce master ou qui seront dans d'autres disciplines pour qu'on puisse accompagner les entreprises qui viennent d'être créées jusqu'à post-création, mais aussi jusqu'à ce qu'ils puissent, comme on dit, être autonomes dans le fonctionnement. Donc je pense que c'était les remarques, les principales remarques qui ont été faites par rapport à ma présentation. Alors pour les matières d'économétrie, pourquoi j'ai pas pris les matières d'économétrie en S5, en S6, etc. En fait, quand on fait la répartition de la charge horaire, on essaie de voir aussi par rapport aux disciplines, par rapport aux filières qui sont ouvertes. Nous sommes beaucoup plus dans les filières de gestion que dans les filières purement économétriques. Donc c'est pour ça qu'on a un demi-module d'économétrie, et comme il y a des collègues qui souhaitent le faire, donc on se dit, bon, c'est pas grave, ils peuvent le faire. Mais n'empêche que nous intervenons toujours dans l'encadrement, dans la méthodologie de recherche, dans l'encadrement des étudiants dans le cadre de leur projet de fin d'études. On organise des ateliers pour les jeunes par rapport à ça, donc on leur fait des initiations sur tout ce qui est Sphinx, SPSS, etc. Donc on leur montre en fait comment utiliser tous ces outils-là. C'est vrai que la massification et l'effectif très important ne le permet pas, mais quand même on essaie d'initier ces activités. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris cette initiative à partir de cette année de mettre des cours en ligne. Chaque séance est enregistrée en temps réel et elle est enregistrée, donc les étudiants qui peuvent la visualiser au fur et à mesure. Ils étaient à l'amphi, ils ont suivi, ils peuvent toujours réviser chez eux le soir, le lendemain, à la veille des examens, mais aussi ça reste même pour les autres étudiants des autres établissements. Et dans les perspectives aussi, il y aura des modules que nous allons développer sur des thématiques qui intéressent les professionnels, sur les thématiques de l'accompagnement à l'entrepreneuriat, des thématiques aussi qui sont liées au domaine de la gestion des ressources humaines. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour sur les différentes interventions. Je tiens à vous remercier encore, à réitérer mes remerciements d'avoir accepté déjà d'évaluer mes travaux, de vous déplacer aussi dans cette région de Bénémina. Et je remercie aussi toutes les personnes qui sont présentes ici, c'est un encouragement pour moi. Et je n'oublierai pas toutes les personnes qui sont à mes côtés à chaque fois, dans les moments difficiles, dans les moments délicats, dans les moments aussi où il faut vraiment se ressourcer pour aller devant et aller d'avance. Je pense à mes parents, je pense aussi à ma famille et à mes enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Je ne sais pas si mes collègues veulent réagir. 6-7. D'accord. Je pense qu'il n'y a pas de remarques à rajouter. Peut-être personnellement, j'en rajouterai une. C'est une simple recommandation. C'est un gâchis de faire oublier un peu donc votre parcours d'économètre, de statisticien. Il y a également un autre créneau que vous pouvez développer à côté de tout cela, c'est les bases de données, surtout à caractère régional. On sait très bien que maintenant, beaucoup de nos étudiants, lorsque
on les envoie soit travailler sur la croissance ou autre. De plus en plus maintenant, les données sont désagrégées, donc automatiquement, donc on travaille maintenant sur les régions. Et comme vous êtes un petit peu statisticien, donc vous faites un peu de l'économétrie, donc là aussi il faut développer un petit peu les bases de données, donc à caractère régional. Là aussi c'est un créneau qui pourrait vous être très utile. Alors, je n'ai pas d'autres remarques à rajouter, je ne peux que vous dire qu'on va se retirer pour délibérer. Et donc, on va prononcer donc, pour tout à l'heure à tout à l'heure. Puisqu'on va proclamer le résultat, veuillez vous lever s'il vous plaît. Alors, le jury est ici présent, donc représenté par monsieur professeur Sissa Bachir, faculté des sciences juridiques, économiques, sociales, donc Agdad de l'université Mohamed V, et monsieur le professeur Saïd Wahadi, donc l'UNCG de Marrakech, monsieur le professeur Abdullah Qadouri, Abdilah Al-Qadouri, et moi-même, monsieur Héou Toufek, président donc, de ce honorable jury. Alors, conformément toujours au décret 1997 et le décret 2001, le jury réuni le 27/12/2018 à 18h décide d'accepter la candidature à l'habilitation universitaire en centre de gestion du candidat M. Mohamed Sabri, né le 1 janvier 1971 à Tinrir, donc exerçant à l'université Sultan ibn Slimane, polydisciplinaire, Nimlal, donc, et lui accorde le titre d'habilitation universitaire en centre de gestion. Voilà, merci. السلام عليكم. خلونا نهنئوا الاستاذ ديالنا هنيئا لنا كل متاع التخصصات من هذا الانجاز الحمد لله. حتى 1914 كان ما مسموحش لنا نهضروا على البحث العلمي، دونك الحمد لله حتى 2014 عاد نورمالمون لي برومي ماستر كانت غير le côté pédagogique qu'on gère au niveau des facultés polydisciplinaires. Donc, alhamdoulilah, هنيئا. وكما تعرف الجميع أننا تقدمنا بفورماسيون دكتورال. دونك نتمنى عاوتاني إن شاء الله بالنسبة للطلبة ديالنا دكتوراه قريبة إن شاء الله. وهنيئا لكم جميعا. وهنيئا للأستاذ الفاضل إنه يستحق الكثير. إنه أعطى للمؤسسة الكثير ونصفقوا له ونقفوا له جميعا.